La pluie tombait doucement contre les fenêtres ce soir-là, une sorte de silence feutré qui, d'habitude, faisait de notre cuisine un refuge. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais l'impression que l'air s'était aigri, et je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je remuais la sauce pour les pâtes, en essayant de ne pas trop analyser le silence derrière moi. Megan se tenait près de l'évier, le dos raide, les bras croisés fermement contre sa poitrine. C'était subtil, mais je la connaissais bien. Trop bien pour l'ignorer. Megan, dis-je doucement, en m'approchant et en lui touchant gentiment le bras. Tu n'as presque pas parlé de la journée. Est-ce que ça va? Elle ne me regarda pas, se contentant de marmonner, j'ai mal au ventre. C'était tout. J'ai mal au ventre. Aucune douceur, aucun regard, juste une phrase sèche, comme si j'étais un étranger qui avait dépassé les bornes. Je reculai légèrement, confus. D'accord, dis-je lentement. C'est quelque chose de sérieux? Devrions-nous? J'ai dit que ça allait. Sa voix était plus tranchante maintenant, ses yeux toujours fixés sur l'évier vide. Je hochai la tête, lui laissant de l'espace. Mais après un moment, j'essayai à nouveau. Tu es distante toute la semaine. S'il se passe quelque chose, nous devons en parler. Je n'essaie pas de te pousser, mais... Elle se retourna si vite que le torchon glissa de son épaule. Eric, tout ne tourne pas autour de toi. Laisse tomber. Celle-là m'a fait l'effet d'une gifle. Je la dévisageai. D'où est-ce que ça sort? Peut-être que j'en ai juste marre de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, lança-t-elle, sa voix s'élevant. Je ne peux même pas respirer dans cette maison sans être interrogé. Interrogé? Je fis un pas de plus vers elle, en gardant ma voix basse. Megan, je t'ai demandé si tu allais bien. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est ce que fait un mari. Oh, épargne-moi le numéro du mari. Elle ricana, agitant la main. Tu veux que je sourie, que je prépare le dîner, que je m'assoie en face de toi et que je fasse comme si tu ne m'étouffais pas? Ma mâchoire se serra. Alors maintenant je t'étouffe parce que je tiens à toi. Elle eut un rire amer. Parce que tu contrôles tout, même ce que je ressens. Ça toucha quelque chose de profond. Je restais là, mon cœur battant à tout rompre, regardant cette femme, ma femme, dire des choses qui semblaient répétées, comme si elle avait attendu le bon moment pour tout déballer. Megan, dis-je doucement. Si tu as besoin d'espace, prends-le. Mais ne réécris pas l'histoire pour justifier le fait de me repousser. Je ne te repousse pas, siffla-t-elle. Tu n'as tout simplement pas ta place dans la version de la vie que je veux en ce moment. Et voilà. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout ce que j'entendais, c'était la pluie qui tapotait sur la vitre et le son de ma propre respiration. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement hoché la tête et reculé, comme si j'avais enfin compris quelque chose à quoi j'avais été aveugle. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui me regardait de cette façon. Nous étions mariés depuis 7 ans. L'hypothèque à moitié remboursée, 2 voitures dans l'allée, des dîners avec des amis le samedi. Elle travaillait dans le marketing au centre-ville. J'enseignais la biologie au lycée. Nous n'étions pas extravagants, mais nous étions stables, du moins c'est ce que je pensais. Mais ce moment dans la cuisine, ce regard froid, ces mots tranchants, fut la première fois que je réalisai que quelque chose de fondamental s'était fissuré, et je n'avais aucune idée de la profondeur de cette fissure. La lumière du soleil se glissait à travers les stores comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Les oiseaux chantaient dehors comme si notre cuisine ne s'était pas transformée en zone de guerre 12 heures plus tôt. J'étais déjà debout au pied du lit, entièrement habillé. Megan était toujours sous les couvertures, le dos tourné. Elle n'était pas venue sur le canapé. N'avait même pas vérifié si j'avais dîné après qu'elle soit partie en trombe. Je me frottais la nuque et m'éclaircis doucement la gorge. Bonjour, dis-je, essayant de garder un ton léger. J'ai appelé le cabinet du docteur Benson. Ils peuvent te voir demain matin à 9 heures. Elle ne répondit pas. J'attendis. Je veux juste être sûr que tout va bien avec ton estomac. Tu n'arrêtes pas de dire que ça fait mal. J'ai pensé que ça valait la peine de vérifier. Toujours rien. Puis la couette bougea et elle se redressa d'un bond, me foudroyant du regard. Tu as fait quoi?
Je fis un petit pas en arrière, pris au dépourvu. J'ai pris un rendez-vous, juste par précaution. Ses yeux se plissèrent. Qui t'a dit de faire ça? Personne ne me l'a dit. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne te sens pas bien. Tu m'as agressé hier. Tu as dit que tu étais malade. Alors j'ai fait ce qui est normal. J'ai appelé le médecin. Elle était maintenant complètement assise, les bras croisés sur sa poitrine. Tu es incroyable. Tu penses que parce que j'ai dit que j'avais mal au ventre, tu as le droit de commencer à organiser toute ma vie. Je clignai des yeux. Megan, c'est un bilan de santé. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas, oh, quelle générosité. Elle ricana en sortant du lit. Mais la vraie raison pour laquelle tu l'as fait, c'est que tu ne me fais pas confiance. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Quoi? Non. Si. Sa voix se brisa, ses yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la colère. Tu essaies de me contrôler, Eric. Tu penses que si je n'agis pas comme tu t'y attends, tu as le droit de me gérer comme une sorte de projet. Je levai les mains calmement. Tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. J'essayais d'aider. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'inquiétude. Elle faisait les 100 pas maintenant, ouvrant des tiroirs et les refermant violemment. Tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça. Calme, gentil, raisonnable, mais en dessous de ça, tu es toujours en train de surveiller, toujours en train de me contrôler comme si j'allais déraper. Ma voix baissa. Y a-t-il quelque chose que tu essayais de cacher? Elle se figea au milieu de son pas. Ça y était. Son corps entier devint immobile. Puis ses lèvres se tordirent en une grimace entre le dégoût et la panique. Incroyable. Tu penses que je mens maintenant? Que j'invente tout? Je ne répondis pas. Elle attrapa un coussin et le lança à travers la pièce. Mon Dieu, je ne peux pas respirer dans cette maison. Je ne t'empêche pas de respirer, dis-je tranquillement. J'ai demandé si tu voulais voir un médecin. Elle se tourna vers moi, pointant un doigt tremblant sur ma poitrine. Non, tu l'as programmé. Tu n'as pas demandé. C'est ça la différence. J'expirai lentement, essayant de ne pas répondre au feu par le feu. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. Peut-être que j'aurais dû, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire quand tu as dit que tu n'allais pas bien. Elle passa devant moi en trombe pour entrer dans la salle de bain, ouvrant la porte si fort qu'elle en trembla. Tu essaies de te faire passer pour le type calme, hein? Le gentil. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Je ne suis pas ta patiente, Eric. La porte claqua. Je restai là, seul, à fixer le grain du bois de cette porte, me demandant comment nous en étions arrivés là. Quelques jours auparavant, nous regardions cette émission de cuisine ridicule sur le canapé, Megan blottie contre moi, son rire me faisant oublier tout le stress du travail. Maintenant, elle m'accusait d'essayer de la contrôler pour avoir pris un rendez-vous chez le médecin. Je jetai un coup d'œil à la photo encadrée sur notre commode, nous à Asheville, l'automne dernier, en randonnée. Ses joues rougies par le vent. Son sourire si réel qu'il en était presque lumineux. Je la connaissais comme ma poche. Mais ça. Ce n'était pas elle. Ou peut-être que si, et que je ne le voyais que maintenant. Quelques minutes plus tard, elle sortit de la salle de bain, un sac en bandoulière, le visage encore humide d'avoir lavé le masque qu'elle portait. Je reviens plus tard, lança-t-elle en me frôlant. Où vas-tu? Elle se tourna dans le couloir, les yeux vitreux. Je n'ai pas à te rapporter chacun de mes mouvements, Eric. Et sur ce, elle partit. Je restai un moment dans la chambre, écoutant le silence s'installer autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais inquiet, confus. Et sous cette confusion, quelque chose de plus froid commençait à se former. Le doute. Pas seulement à propos de la dispute, mais à propos de ce qui avait vraiment changé en elle. Ou peut-être de ce qu'elle avait caché depuis le début. 3 jours passèrent. Megan n'a pas reprogrammé la visite chez le médecin et je n'en ai plus parlé. Le vendredi, nous faisions tous les deux comme si de rien n'était. Emily et Brian, notre couple d'amis le plus proche, organisaient une petite soirée dans leur jardin. Juste des burgers grillés, un brasero, des rires, des boissons. Une pause dans la tension, du moins c'est ce que je pensais.
Megan s'habilla avec soin. Cette robe d'été bleue que je n'avais pas vue depuis des mois. Les cheveux lâchés sur ses épaules. Un léger gloss sur les lèvres. Elle était magnifique. Pas pour moi, mais magnifique. Nous sommes arrivés dans leur allée vers 18 heures. Emily nous a serrés dans ses bras. Brian m'a tapé dans le dos comme toujours. C'était routinier, familier, mais dès que nous sommes entrés dans le jardin, quelque chose a changé chez Megan. Je l'ai vu dans la façon dont elle souriait, plus blanc que d'habitude, juste un peu trop éclatant. Eric, prends un verre, dit-elle en me dépassant pour se diriger vers la table où Brian se tenait en riant avec Emily. Je me suis servi un soda, j'ai échangé quelques banalités avec Emily, mais j'observais Megan. Elle se tenait à côté de Brian, se penchant légèrement vers lui, riant trop vite à la blague qu'il venait de faire. Sa main effleura son bras, pas de manière évidente, pas longtemps, mais assez longtemps pour que ça ne ressemble pas à un accident. Je les ai rejoints, passant doucement mon bras autour de ses épaules. Elle tressaillit, pas de façon spectaculaire, mais sa posture se raidit juste une seconde avant qu'elle ne fasse un petit pas en avant, laissant mon bras tomber. Brian ne réagit pas, mais son regard glissa de Megan à moi. Megan se tourna vers Emily. « Tu as encore de ce chardonnay du week-end dernier ?» Emily hocha la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine. Et nous voilà, juste tous les trois maintenant. Je regardais Brian. « Semaine chargée ?» « Ouais, dit-il, sans croiser mon regard. Comme toujours. » Megan se rapprocha de lui. Pas assez pour que ce soit évident, juste assez. Le reste de la soirée se noya dans le vin, la fumée du brasero et les rires en fond sonore. Mais chaque fois que je regardais, Megan n'était pas près de moi. Elle était toujours près de Brian. Je la regardais rire à ses histoires, se pencher juste un peu quand il parlait, toucher ses cheveux comme elle le faisait avec moi au début. Une fois, alors qu'Emily distribuait les boissons, j'ai surpris Megan en train de regarder Brian. Pas juste regarder, observer, un regard qui s'attarda une demi-seconde de trop. Il la regarda rapidement, puis détourna les yeux, comme s'ils prétendaient tous les deux ne pas savoir ce que l'autre pensait. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et tendu son verre à Megan comme si je n'avais rien remarqué. Mais j'avais tout vu, chaque contact, chaque tressaillement, chaque regard. J'ai vécu toute la soirée comme si je regardais une scène écrite sans moi. Et quand nous sommes finalement remontés en voiture, Megan fredonnait doucement, faisant défiler son téléphone. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, et pourtant je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait, silencieusement, définitivement. C'est un mardi que j'ai trouvé Karl. Un vieil ami d'un ami. Le genre de type qui se fondait dans le décor et posait des questions sans jamais en avoir l'air. Ancien flic, maintenant un homme discret avec un bureau discret au-dessus d'une laverie automatique près du centre-ville de Raleigh. Plaque de porte de travers, café brûlé. Moquette plus vieille que moi. Mais il obtenait des résultats. Dites-moi exactement ce que vous cherchez, dit-il en tapotant un bloc-notes usé. J'hésitais. Je pense que ma femme cache quelque chose, dis-je finalement. Et ce n'est pas juste une liaison. Karl ne broncha pas, vous avez un nom ? Brian, dis-je. Brian Harper. Il est marié. Il est proche de nous. Karl hocha lentement la tête en griffonnant. Pas de problème. Je ferai ça proprement. Vous aurez des photos, des horodatage, de l'audio si je peux. Rien d'illégal, rien de sale. Juste la vérité. La vérité. C'était tout ce que je voulais. Une semaine plus tard, je me retrouvais dans ce petit bureau poussiéreux. Karl ne m'accueillit pas avec des banalités, il me fit juste signe de m'asseoir et tourna un écran d'ordinateur portable vers moi. Écoutez ça, dit-il. L'enregistrement grésilla légèrement avant de se stabiliser. Vent, moteur de voiture. Puis la voix de Megan. Je suis en retard. Jean, vraiment en retard. J'ai acheté 3 tests, Brian. Tous positifs. Je me figeai. La voix de Brian suivit, plus basse, tendue. Tu es sûr qu'ils sont fiables ? Je suis sur le parking d'un hôpital avec une échographie dans mon sac à main, dit-elle, la voix tremblante. Ouais, je suis sûr. Brian marmonna une malédiction. Puis le silence. Juste le son ambiant. Des voitures qui passent.
Quelqu'un qui tousse au loin. Megan à nouveau. Je ne sais pas quoi faire. Brian, est-ce qu'Eric? Non, coupa TL. Et il ne le saura pas. Pas encore. Karl mit l'audio en pause. Je fixais l'écran. La barre de progression était à peine à mi-chemin, mais j'en avais entendu plus qu'assez. Je ne pouvais pas parler au début. Ma mâchoire était serrée, mes poings crispés sur mes genoux. Karl attendit, respectueux. Puis il se pencha légèrement. Il y a plus. Elle lui dit qu'elle va vous inscrire comme étant le père. Que c'est plus simple comme ça pour l'assurance, les dossiers de l'hôpital, sa réputation. Je fermais les yeux. Je n'étais pas seulement confronté à une trahison. J'étais confronté à un plan, à un choix. Elle avait pris la décision de me tromper. Pas dans le feu de l'action, mais avec une logique froide. Elle m'a inscrit, demandai-je d'une voix rauque. Karl hocha la tête. Elle le lui a dit directement. Le nom d'Eric ira sur les dossiers. C'est propre. Il ne posera pas de questions si je gère ça correctement. Je portais une main à ma bouche, réprimant quelque chose entre un rire et un gémissement. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une construction. Elle bâtissait un mensonge brique par brique. Karl fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos. Megan et Brian appuyaient sur une voiture sur le parking de l'hôpital, sa main posée sur son ventre, son visage pâle, les lèvres serrées. « Ça va ?» demanda Karl. Je hochai lentement la tête. Oui. Et c'était vrai. Parce que maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais la clarté. L'histoire n'était plus à moitié écrite, et je savais exactement comment ce chapitre devait se terminer. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges silencieux. Je franchis les portes coulissantes juste après 9 heures, les mains stables dans mes poches, le rythme cardiaque lent et contrôlé. Pas de rage, pas de tremblement, juste un but. À l'accueil, une jeune infirmière leva les yeux avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider ?»« Je suis ici pour ma femme, dis-je calmement. Megan Harper. Elle a fait des tests récemment. » L'infirmière tapa un instant sur son clavier. « Êtes-vous inscrit comme famille proche ?»« Je suis son mari, Eric Harper. » Elle hésita, les doigts planant au-dessus du clavier. « Je vais devoir vérifier votre identité. » Je fis glisser mon permis de conduire sur le comptoir. Elle l'étudia, regarda l'écran, puis me regarda à nouveau. « Vous êtes inscrit comme étant le père, dit-elle doucement. Le voilà. » La réalité imprimée. Froide, plate, officielle. « Oui, répondis-je. C'est exact. » Elle hocha la tête, toujours incertaine. Un instant. Elle disparut dans le couloir. Je restais là, regardant un agent d'entretien pousser une serpillière devant moi comme si rien au monde n'avait changé. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un mince dossier. « C'est tout ce que je peux vous donner sous votre nom, dit-elle. »« Merci, dis-je. » Un médecin s'approcha à côté d'elle, parcourant le dossier. Un homme d'une quarantaine d'années, des yeux calmes, une chaleur exercée. « Monsieur Harper, » dit-il avec un doux sourire en me tendant la main. « Félicitations. » Je lui serrai la main. « Merci, » répondis-je. Les mots sonnaient étranges dans ma propre bouche. « C'est encore tôt, » poursuivit-il. « Mais tout semble stable jusqu'à présent. Nous programmerons la prochaine échographie bientôt. »« Bien sûr, » dis-je d'un ton égal. Il hocha de nouveau la tête. « Essayez d'être là pour elle. Ces premières semaines peuvent être accablantes. »« Je le ferai, » dis-je, car techniquement, c'était encore vrai. L'infirmière tourna le dossier vers moi. « Vous pouvez le consulter ici si vous le souhaitez. » Je l'ouvris lentement. Des formulaires imprimés, des notes d'admission, un contact d'urgence, et juste là, en encre noire, père, Eric Harper. Pas Brian. Moi. Mon nom, ma vie, mon avenir, réécrit sans mon consentement. Je refermai soigneusement le dossier, comme s'il pouvait mordre. « J'apprécie votre aide, dis-je à l'infirmière. » Elle sourit, soulagée. « De rien. » Le médecin fit un dernier signe de tête. « Prenez soin de votre famille. »« J'en ai bien l'intention, » répondis-je. Puis je me tournai et m'éloignai dans le couloir.
Chaque pas résonnait trop fort, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Je ne ressentais pas de colère à ce moment-là. Je ressentais de la précision. Un piège avait été tendu, et je venais de passer par-dessus sans me faire prendre. Ce soir-là, notre chambre ressemblait à une publicité de magazine. Lumière douce, ombre chaude, des bougies parfumées à la lavande vacillant sur la commode. Megan se tenait près du lit, vêtue de soie couleur vin rouge. Je n'avais pas vu cette nuisette depuis des années. Elle me jeta un coup d'œil avec un doux sourire. « Salut !» Je restais dans l'embrasure de la porte, déboutonnant mes poignets. « Salut !» Elle se dirigea vers la table de chevet, ajustant la bougie comme si cela avait de l'importance. « Tu étais silencieux au dîner. J'ai eu une longue journée. » Elle marqua une pause, hochant la tête comme si elle acceptait cela. Je pensais qu'on pourrait juste être nous ce soir. Sa voix était basse, douce, intentionnelle. Elle se rapprocha et je sentis une trace de ce parfum qu'elle ne portait que pour nos anniversaires, celui qui me faisait m'arrêter au milieu d'une phrase quand elle passait. « Tu es belle », dis-je, d'un ton soigneusement neutre. Ses doigts touchèrent ma poitrine, remontant vers mon col. J'espérais que tu dirais ça. Je croisai son regard. Il était doux. Calculé. Elle se pencha, ses lèvres effleurant ma mâchoire. Ça fait un moment. Je reculai légèrement, juste assez pour mettre de l'air entre nous. Je suis fatigué, dis-je, d'une voix calme mais claire. Son visage ne changea pas au début. Puis elle cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Oh. J'avais beaucoup de choses en tête. Le travail ? Je hochai la tête. Entre autres choses. Elle s'enveloppa dans ses bras, sa nuisette de soie bougeant avec elle. Tu as été distant ces derniers temps. Tu trouves ? Elle ne répondit pas. Je me dirigeai vers la commode, enlevai ma montre, la posai avec un léger clic. Son reflet dans le miroir était figé, incertain. Elle essaya à nouveau, sa voix basse et répétée. Nous me manquons, Eric. Pas toi. Je me retournai, m'appuyant contre la commode. La version de moi qui ne posait pas de questions te manque. Elle eut un petit rire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne répondis pas. Elle alla s'asseoir sur le bord du lit, le matelas grinçant légèrement sous son poids. J'essaie, là, dit-elle. J'allume des bougies. Je fais un effort. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi ? Je la regardai un long moment. Qu'est-ce que je voulais ? L'honnêteté. C'était trop tard. Des réponses. Je les avais déjà. Pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était qu'elle reste assise dans l'inconfort qu'elle avait créé au lieu de se cacher derrière du parfum et une lumière tamisée. Tu n'as pas besoin d'essayer, dis-je. Pas ce soir. Ses épaules s'affaissèrent. Alors, tu me rejettes maintenant ? Je ne te rejette pas, dis-je doucement. Je suis juste fatigué. Elle détourna le regard et là, c'était la première vraie fissure dans son armure. Pas de rage, pas de manipulation, juste de l'incertitude. La même femme qui avait été si sûre d'elle, qui avait porté la trahison comme une seconde peau, était maintenant ébranlée par un simple mot. Non. Elle se leva lentement du lit. Je pensais qu'on pourrait peut-être repartir à zéro, revenir à comment c'était avant. J'inclinai la tête. Quand exactement penses-tu que les choses ont changé ? Elle me fixa, puis baissa les yeux vers la bougie à côté d'elle comme si elle pouvait répondre à sa place. Je me tournai vers la salle de bain. Bonne nuit, Megan. En sortant de la pièce, je ne me retournai pas. Et derrière moi, la lumière de la bougie vacillait contre le silence qu'elle avait elle-même allumé. Le réveil sur ma table de chevet indiquait 4h58 du matin quand je sentis son corps se presser contre le mien. Je n'avais pas dormi, pas une minute. La main de Megan effleura légèrement ma poitrine, puis ses lèvres, douces et délibérées, trouvèrent mon cou. Elle ne dit rien au début, bougeant simplement lentement, sa respiration chaude contre ma peau, comme si elle pouvait se glisser à nouveau dans la version d'elle-même qui existait avant que les fissures ne commencent à apparaître. Puis vint le murmure, « Tu me manques ». Il atterrit avec le poids d'un mensonge murmuré dans une église. Je ne bronchai pas. Je ne répondis pas. Elle embrassa mon épaule. Je me disais qu'on pourrait peut-être tout recommencer. Juste nous deux. Sans pression, sans tension,
juste nous à nouveau. Je me suis levé sans un mot. J'ai fait pivoter mes jambes hors du lit, j'ai enfilé un sweat à capuche. Eric, dit-elle doucement. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai quitté la pièce, descendu le couloir et suis entré dans la cuisine où le monde sentait encore le silence et le carrelage froid. La lumière du frigo se répandit lorsque j'ouvris la porte. Beurre, pain, comme d'habitude. Je bougeais lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois, parce que c'était le cas. Sauf que maintenant, tout avait changé. Derrière moi, j'entendis ses pieds toucher le sol. Un instant plus tard, le bruissement de tissu, puis le bruit feutré de ses pas. Je cassai les œufs dans la poêle et les laissai grésiller, le sifflement coupant la tension comme une lame. La voix de Megan suivit, enrobée de sucre et de tension. Tu t'en vas, tout simplement. Je prépare le petit déjeuner, dis-je sans me retourner. Pour qui? Demanda-t-elle, croisant les bras dans l'embrasure de la porte. Parce que je n'ai vraiment pas l'impression que tu es encore là avec moi. Je retournai les œufs avec précaution. Tu as faim. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux, là? Je me retournai enfin pour la regarder. Les cheveux en désordre, cette même robe de chambre en soie, froissée maintenant. Ses lèvres encore brillantes de la fantaisie qu'elle essayait de recréer. Je soutins son regard. Calme. Stable. Tu ne veux pas d'eux. Eric, arrête ça, lança-t-elle en entrant dans la cuisine. Tu recommences à faire ce truc où tu agis comme si rien n'avait d'importance. Comme si je n'avais pas juste essayé de te parler, de m'ouvrir à toi. Tu as embrassé mon cou, dis-je platement. Sa voix s'éleva. J'essaie de renouer le contact. Non, Megan, répondis-je d'un ton égal. Tu essaies d'effacer quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Elle se mordit la lèvre en secouant la tête. Pourquoi agis-tu comme si j'étais l'ennemi? Je n'agis pas. J'ai juste arrêté de prétendre que tu ne le haises pas, celle-là fit mal. Je le vis dans ses yeux. Elle s'appuya contre le comptoir, les épaules tendues. Alors, c'est comme ça maintenant? Tu ne me parles pas? Tu fais des œufs et tu parles par énigme. Je posai les œufs sur une assiette, éteignis le feu. Certaines choses, dis-je en faisant glisser l'assiette vers elle, n'ont plus besoin de mots. Ça ne veut rien dire, lança-t-elle. Pour moi, si. Elle me fixa, les bras toujours croisés comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Tu crois tout savoir, dit-elle. Tu penses m'avoir cerné? Je croisai de nouveau son regard. Je pense que j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je ne sais pas déjà. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Rien n'en sortit. Je pris une deuxième assiette, me préparai des œufs sans dire un mot de plus. Sa respiration devint superficielle. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, murmura-t-elle. Je hochai la tête. Moi non plus. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Tu ne veux pas qu'on te le demande, dis-je à voix basse. Tu veux être pardonné sans avoir à t'expliquer. Un temps de silence. Elle s'avança, toucha doucement mon bras. Eric, j'ai peur. Je ne dis pas tout maintenant parce que je ne sais pas comment. Je ne bougeais pas, tu as eu le temps. Je l'ai encore, murmura-t-elle. Mais je ne répondis pas. Le pain grillé sauta du grille-pain. Je le pris, beurrai les deux tranches, en plaçai une à côté de son assiette et l'autre sur la mienne. Elle ne s'assit pas. Elle resta là, à regarder, chancelante. Mange quelque chose, dis-je tranquillement. Elle fixa l'assiette, puis moi. Tu vas vraiment faire ça? Rester assis là et faire comme si tout ça n'était pas réel? Je la regardai et, pour la première fois depuis des jours, je souris. Pas un sourire gentil, un sourire entendu. Je fais comme si c'était très réel. Elle recula. Ses yeux clignèrent rapidement. Tu n'es pas censé être celui qui s'éloigne. Tu serais surprise, murmurai-je. Puis je m'assis et pris la première bouchée. Elle ne bougea pas. Ne toucha pas à la nourriture. Elle resta là, sa robe de chambre tombant d'une épaule, la lueur du matin frappant ses yeux comme la vérité qu'elle n'avait pas prévue. Son plomb ne s'effondrait pas. Il s'était déjà effondré. Et maintenant, il ne restait que l'écho de la cuisine et le léger cliquetis de ma fourchette contre la porcelaine. Avant de continuer,
Appuyez sur j'aime si cette histoire vous touche. À midi, le ciel s'était couvert. Une lumière grise planait sur Raleigh comme une pause avant quelque chose de permanent. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment, les doigts tapotant le volant. Je n'étais pas là pour brûler les ponts. J'étais là pour construire la sortie. Le bâtiment était en briques et en verre, silencieux, sérieux. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de livres que personne, j'en doutais, ne touchait sauf en cas de nécessité. La secrétaire derrière le bureau m'accueillit avec un sourire fatigué. « Vous êtes monsieur Harper ?»« Oui, Eric. Maître va vous recevoir. » Je la suivis dans un couloir étroit jusqu'à un bureau d'angle. Panneau de verre, vieux bureau en bois, 2 chaises en face. Mitchell se leva à mon entrée. Début de la cinquantaine, costume sombre, cheveux argentés, des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de mariages s'effondrer. Il me serra la main. Poigne ferme, sans chaleur, juste du business. « Vous avez quelque chose pour moi ?» demanda-t-il en m'invitant à m'asseoir. Je sortis le dossier de mon manteau et le posai sur le bureau. À l'intérieur, les impressions du rapport de Carl, les transcriptions de l'enregistrement, les horodatages, les photos de Megan et Brian sur le parking de l'hôpital, une copie des documents de l'hôpital indiquant mon nom comme père, et une clé USB soigneusement étiquetée à l'encre noire. Des preuves. Mitchell ouvrit le dossier et commença à le parcourir. Il ne se pressa pas. Il ne parla pas. Il scanna simplement chaque page, l'une après l'autre, avec le rythme lent et régulier d'un homme habitué à trier les cendres. Je restai assis en silence. Le seul son était le faible bourdonnement d'une bouche d'aération et le doux froissement du papier. Quand il arriva à la dernière page, il se pencha en arrière dans son fauteuil, posant une main sur le dossier. « Ça, dit-il finalement, c'est irréfutable. » Je hochai la tête une fois. « Ça ne me surprend pas, vous gagnerez tout, » poursuivit-il. « La garde, les biens, la sympathie du public si ça compte pour vous. Elle peut essayer de se battre, mais ça n'ira pas loin. Pas avec une fausse déclaration de paternité et des preuves d'une liaison en cours. Je ne cherche pas à la traîner dans la boue, dis-je tranquillement. Je veux juste en finir, proprement. » Mitchell pencha la tête. « Vous comprenez ? Elle a essayé de vous enfermer dans la paternité légale d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Je comprends. Elle aurait pu se taire, attendre, et percevoir une pension alimentaire pendant 18 ans. Je hochai de nouveau la tête. C'est pourquoi je suis ici maintenant, avant que les dégâts ne s'aggravent. Mitchell tapota le dossier. Homme intelligent. Vous êtes venu tôt. Je suis venu juste après avoir arrêté de me mentir à moi-même. Il se pencha en avant, ramenant le dossier vers lui comme s'il faisait déjà partie d'une affaire en cours. Je commence les démarches aujourd'hui. Ce sera rapide, chirurgical. Je préfère la discrétion à la rapidité, dis-je. Mitchell eut un sourire sec. La discrétion est facile quand on détient la vérité. Je me levai, lui serrai de nouveau la main. Merci. Pas la peine, répondit-il. C'est elle qui vous a donné l'affaire. Vous ne faites que la mener à terme. Dehors, les nuages n'avaient pas bougé, mais l'air semblait plus léger. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais stable. Et pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement où je me tenais. La maison d'Émilie avait toujours cette lueur chaude et décontractée, comme un endroit où les mauvaises choses n'arrivaient pas. Des guirlandes lumineuses au-dessus de la clôture, le bruit sourd de la musique en fond, le tintement des verres, et l'odeur de grillades flottant dans le jardin. On pourrait croire que la paix pouvait vivre ici. Mais ce soir allait être tout autre chose. Megan s'était trop bien habillée pour une soirée dans un jardin. Robe rose pâle, collier en or, cheveux ondulés comme si la soirée était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. Ses yeux brillaient d'une énergie agitée, comme quelqu'un sur le point de réaliser un tour de magie devant une foule aux yeux bandés. Émilie nous accueillit comme toujours. Câlin chaleureux, un rapide, il y a des boissons près de la glacière. Les burgers arrivent. Megan se joignit rapidement à la conversation, son sourire large, sa voix plus éclatante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle rit un peu trop fort à la blague de Brian. Sa femme, Émilie, ne sembla pas le remarquer. Ou peut-être qu'elle essayait simplement de ne pas le faire. Je restai en marge du groupe, sirotant un soda,
laissant la fête se dérouler autour de moi comme si j'étais une ombre. Puis je le vis. Megan fit teinter doucement son verre, attirant l'attention de tous. « Je veux juste dire quelque chose rapidement, » dit-elle, sa voix douce et claire. « Je sais que nous avons été un peu discrets ces derniers mois, mais je pense qu'il est temps de partager la bonne nouvelle. » Je sentis mon estomac se tordre. Elle me regarda droit dans les yeux. « Eric et moi », sa voix trembla juste un peu, parfaitement répétée, « nous allons avoir un bébé. » Il y eut un temps de silence. Puis des acclamations éclatèrent, des rires, des applaudissements, des verres levés. Quelqu'un cria, enfin, un autre ajouta, « Félicitations, mec. » Émilie mit ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu, Megan, c'est incroyable. » Et Brian. Il resta là, figé, le sang se retirant de son visage comme si on avait ouvert une trappe sous ses pieds. Megan se tourna vers moi, rayonnante. « Dis-leur, chérie. » Je levai lentement mon verre, regardant chaque personne autour du brasero. Puis je souris. « En fait, dis-je, la voix calme, claire et froide comme l'air d'hiver, vous devriez plutôt porter un toast à Brian. » Le silence fut immédiat. Personne ne rit. Personne ne bougea. Brian cligna des yeux. Une fois, 2 fois, puis baissa les yeux sur la bière dans sa main comme si elle pouvait se dissoudre. Émilie nous regarda, confuse. « Attends, quoi ?» Je me tournai vers elle, tenant toujours mon verre stable. Megan est enceinte. Cette partie est vraie. Le sourire de Megan vacilla. Mais ce n'est pas le mien. Sa voix sortit en un souffle, haletante. « Eric, quoi ? De quoi tu parles ?» Je ne la regardais même pas. Je gardais les yeux sur Brian. « Tu veux dire quelque chose ou je continue ?» Émilie se tourna vers son mari. « Brian ?» Brian ouvrit la bouche, la referma. Sa peau était pâle, presque verdâtre sous les lumières du porche. Megan s'avança rapidement. « Il ment. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est juste. Il est confus. Il est contrarié. » Je sortis la clé USB de la poche de mon manteau. Enregistrement audio. Vous deux sur le parking de l'hôpital. Ta voix. Tes mots. Brian parla enfin. Sa voix était cassée et basse. Megan. Les yeux d'Émilie se tournèrent vivement vers lui. Que as-tu fait ? Megan tendit la main vers moi, essayant d'attraper la clé USB. Eric, arrête, s'il te plaît. On peut arranger ça. Tu n'es pas obligé de faire ça ici. Ceci, dis-je doucement, est exactement l'endroit où ça doit se passer. Je regardais le cercle d'amis que nous connaissions depuis des années, certains depuis notre mariage. Tous nous regardaient maintenant avec des yeux ronds, tenant leur verre comme s'ils risquaient de renverser la vérité s'ils bougeaient trop vite. Félicitations, Brian, ajoutai-je, terminant le toast. J'espère que tu es prêt pour la corvée des couches. Brian recula comme s'il avait été frappé. Émilie se couvrit de nouveau la bouche. Seulement cette fois, ce n'était pas de l'admiration. C'était de la nausée. La voix de Megan se brisa. C'était une erreur, Eric. J'allais te le dire. J'avais peur. Tu n'avais pas peur, dis-je. Tu étais stratégique. Et puis je me suis tourné, j'ai traversé le jardin, passant devant les guirlandes lumineuses, les regards confus, l'air tendu. Personne n'osait respirer. Je n'avais pas besoin de voir la fin, car je la connaissais déjà. Laissez-la s'expliquer. Laissez Brian bafouiller. Laissez le silence les déchirer comme ils avaient prévu de le faire avec moi. Pour une fois, je n'ai pas nettoyé le désordre. Je m'en suis juste éloigné. La salle d'audience sentait le papier et le bois poli. Pas la justice, juste la bureaucratie en marche. Megan était assise de l'autre côté de l'allée, les cheveux attachés en un chignon soigné, les lèvres pincées. Elle portait le genre de tailleur gris qui criait l'humilité. Son avocat, un homme élégant à la cravate coûteuse, se pencha et lui murmura quelque chose, comme s'ils élaboraient l'histoire parfaite. Mon avocat, Mitch Shelley, était assis à côté de moi, silencieux, confiant. Il n'avait pas besoin de construire un récit. Il avait la vérité dans un dossier. Le juge nous appela à la barre. L'avocat de Megan se leva le premier. « Votre honneur,
ma cliente ne conteste pas les preuves de paternité. Elle reconnaît l'erreur, mais demande que le tribunal tienne compte du contexte émotionnel. Elle vivait dans l'isolement, émotionnellement abandonnée dans un mariage où la communication s'était rompue depuis longtemps. Il n'y avait aucune malveillance, seulement de la confusion et de la peur. Je ne bougeais pas. Le juge hocha lentement la tête, griffonnant quelque chose sur son bloc-notes. Et pourtant, elle a falsifié des dossiers médicaux. Ce n'est pas de la peur. C'est de la fraude. L'avocat de Meghan se décomposa. Ce n'était pas prémédité, votre honneur. Mitchell se leva. Nous avons des documents, des enregistrements audio et une chronologie qui suggèrent le contraire. Elle a avoué son plan au père biologique des semaines avant que M. Harper ne sache quoi que ce soit. Ce n'est pas un dérapage, c'est un stratagème. Le juge se tourna vers Meghan. Madame Harper, contestez-vous ce qui a été présenté? Elle déglutit difficilement. Non, votre honneur. Silence. Puis vint le verdict. Le tribunal conclut que M. Harper n'est pas le père légal de l'enfant à naître. Les droits parentaux sont retirés. M. Harper ne sera tenu responsable d'aucune obligation financière liée à l'enfant. Le tribunal attribue à Madame Harper la voiture actuellement à son nom. Tous les autres biens détenus conjointement seront conservés par M. Harper. La séparation de corps est accordée avec effet immédiat. Et enfin, M. Brian Harper sera inscrit comme père légal et devra assumer toutes les responsabilités parentales, y compris la pension alimentaire, dès la naissance. Je jetai un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Brian, assis derrière Meghan, ne leva même pas les yeux, se contentant de fixer la table. La mâchoire de Meghan tremblait. Mais moi, je me sentais calme, comme si l'air avait cessé de presser sur mes côtes. Alors que nous nous levions pour partir, Mitchell me toucha légèrement l'épaule. Vous avez obtenu tout ce que vous étiez venu chercher. Non, dis-je. J'ai eu quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? La paix. Et puis je suis sorti de la salle d'audience, libre. C'était un dimanche matin tranquille quand j'entendis frapper à la porte. Pas un coup pressé, pas incertain, juste régulier. J'ouvris la porte et Emily se tenait là. Cheveux attachés, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi, mais ses épaules étaient droites. Son menton levé. Elle esquissa un petit sourire. Salut. Salut, répondis-je en m'écartant. Tu veux entrer? Elle secoua la tête. Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. J'avais juste besoin de te demander quelque chose. Je m'appuyai contre le cadre de la porte, la brise d'automne s'engouffrant derrière elle. Elle leva les yeux vers moi et sa voix était à peine plus qu'un murmure. Comment as-tu fait pour ne pas craquer? Je laissai le silence s'installer un moment. Le laisser respirer. Puis je répondis simplement, j'ai craqué. En silence, quand personne ne regardait. Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne tomba. J'ajoutai, certaines trahisons frappent comme des tremblements de terre. Émilie hocha la tête, sa voix plus assurée maintenant. Ouais. Maison reconstruite, dis-je. Et si on le fait bien, le sol finit par être plus solide qu'avant. Elle eut un rire tremblant. Brian a déménagé hier. Je n'étais pas surpris. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui pouvait mentir si facilement aux personnes qui lui faisaient le plus confiance. Je hochai la tête. C'est quelque chose que je respecte. Elle me regarda un instant de plus, puis s'avança et m'enlaça. Ce n'était pas romantique. Ce n'était rien de plus que ce que deux personnes ayant survécu à un naufrage commun pouvaient s'offrir. Quand elle se retira, elle sourit à nouveau. Un vrai sourire cette fois. Je suis contente que tu ailles bien. Je le suis, maintenant. Moi aussi. Et puis elle se tourna, descendit les marches et disparut dans la matinée. Je restai là un moment, à regarder la rue, les feuilles, le calme. Puis je fermai la porte derrière moi et retournai à une vie qui était à nouveau la mienne. Entière, tranquille, et enfin réelle. Et c'était la fin de mon histoire. Émilie a choisi de s'éloigner de quelqu'un à qui elle avait un jour promis l'éternité. Tout ça parce qu'il a choisi le silence quand la vérité comptait le plus. Dites-moi honnêtement, a-t-elle bien fait? Laissez vos avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché au plus profond,
n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai encore d'autres histoires à raconter.